Chapitre 11. Loup solitaire. Le fou constituera toujours un des grands mystères de Castelcerre. On peut presque affirmer que, de ce qu'on sait de lui, rien n'est assuré. Son origine, son âge, son sexe et sa race sont tous sujets à conjecture. Le plus étonnant est qu'un personnage public comme lui ait réussi à préserver une telle aura de secret. Les questions concernant le fou seront toujours plus nombreuses que les réponses. A-t-il jamais réellement possédé des pouvoirs surnaturels, de préscience et de magie? Ou bien, tout simplement, son esprit vif et sa langue acérée prêtaient-ils à croire qu'il savait tout à l'avance? S'il n'avait pas connaissance de l'avenir, il en donnait l'impression, et, en jouant impassiblement les devins, il a ébranlé nombre d'entre nous qui l'ont ainsi aidé à façonner l'avenir selon ses vues. Blanc sur blanc, une oreille bougea, et cet infime mouvement trahit l'ensemble. Tu vois? Demandai-je. Je sens. Je vois. Je tournai les yeux vers la proie. Pas davantage, ce fut suffisant. Je vois. Il bondit. Le lapin s'enfuit, et Loupio fonça derrière lui. Le lapin filait avec légèreté sur la neige fraîche, tandis que Loupio devait sans cesse sauter et patauger. Le lapin courait en faisant des crochets, contournait un arbre, puis un buisson, et finit par s'enfoncer dans des ronces. S'y terrait-il? Loupio renifla le fourré, mais la densité des épines l'obligea à reculer sa truffe sensible. Il est parti, lui dis-je. Tu es sûr? Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Je ne peux pas pourchasser le gibier dans la neige fraîche. Je dois me mettre à l'affût et n'attaquer que lorsqu'un bond suffit. Ah. Compréhension, réflexion. Nous sommes deux. Nous devrions chasser en couple. Je débusque le gibier et je le rabats vers toi. Toi, tu te tiens prêt à sauter pour lui casser la nuque. Je secouai lentement la tête. Tu dois apprendre à chasser seul, Loupio. Je ne serai pas toujours à tes côtés, ni en personne, ni en esprit. Un loup n'est pas fait pour chasser seul. Peut-être, mais c'est le cas de beaucoup, et ce sera le tien. Mais je n'avais pas l'intention de commencer par un lapin. Viens. Il me suivit, satisfait de me laisser commander. Nous avions quitté le château avant que l'aube hivernale ne grisaille l'horizon. À présent, le ciel était bleu, dégagé, clair et froid. La piste que nous empruntions n'était guère qu'un sillon dans la neige épaisse. J'enfonçais jusqu'à mi-mollet à chaque pas. Autour de nous, la forêt était figée dans le calme de l'hiver, rompue seulement de temps en temps par l'envol précipité d'un oiseau ou le croissement lointain d'un corbeau. Les arbres clairsemés étaient jeunes pour la plupart, mais parfois apparaissait parmi eux un géant, survivant de l'incendie qui avait ravagé la colline. C'était un bon pâturage pour les chèvres en été, et c'étaient leurs petits sabots pointus qui avaient tracé la piste que nous suivions. Elle menait à une simple borie que jouxtaient un enclos et un abri en pierre à demi éboulé, le tout désaffecté en hiver. Loupio était enchanté quand j'étais venu le chercher ce matin-là. Il m'avait montré son chemin dérobé pour sortir sans se faire voir des gardes, par une porte à bestiaux condamnés. Un mouvement de terrain avait descellé les pierres, et le mortier qui la fermait et ouvert une brèche juste assez large pour lui permettre de se faufiler. La neige tassée m'avait indiqué qu'il l'empruntait fréquemment. Une fois, hors des murailles, nous nous étions discrètement éloignés du château, telles des ombres dans l'obscure clarté des étoiles et de la lune sur la neige. Lorsque nous avions été à distance sûre de la forteresse, Loupio avait transformé notre expédition en exercice de chasse à l'approche. Il partait en avant, se tapissait dans un coin et bondissait sur moi pour me toucher de la patte ou me pincer le mollet avec ses crocs. Puis s'enfuyait, décrivait un grand cercle et m'attaquait par derrière. Je l'avais laissé jouer en me réjouissant de mes efforts qui me réchauffaient autant que la joie simple et sans mélange de nos ébats. Mais toujours nous nous déplacions. J'y veillais. Si bien que lorsque le soleil nous découvrit, nous nous trouvions à des milles de Castelcerre, dans une région peu fréquentée en hiver. C'est pur hasard si j'avais repéré le lapin blanc sur le fond de neige. J'avais un gibier beaucoup plus modeste à l'esprit, pour sa première chasse en solitaire. Pourquoi sommes-nous ici? Demanda Loupio dès que la borie apparut. Pour chasser, répondis-je simplement. Je m'arrêtai à quelques distances de l'humble édifice.
Le petit loup se coucha à mes côtés, le ventre dans la neige, et attendit la suite. Eh bien, vas-y, lui dis-je. Va chercher des traces de gibier. Oh, ça c'est intéressant comme chasse. Renifler un autre d'homme pour trouver des rogatons. Dédaigneux. Pas des rogatons. Vas-y voir. Il partit tout droit, puis obliqua vers la borie. Je l'observais. Nos chasses nocturnes en rêve lui en avaient appris beaucoup. Mais je souhaitais maintenant qu'il se débrouille sans aucune aide de ma part. Je l'en savais capable. Je me doutais bien qu'exiger la preuve n'était qu'une façon d'atermoyer encore, et je m'en faisais reproche. Il restait sous le couvert des broussailles enneigées autant qu'il le pouvait. Il approcha prudemment de la borie, les oreilles dressées, le museau remuant. Vieilles odeurs, humain, chèvre, froide, morte. Il se figea un instant, puis fit un pas circonspect en avant. Ses mouvements étaient maintenant calculés et précis. Les oreilles pointées, la queue raide, il était totalement concentré. Une souris! Un bond, et il l'atteint. Il secoua la tête, il y eut un petit claquement, il envoya le petit animal voltigeant en l'air. Il le rattrapa au vol. Souris! Annonça-t-il avec une voix sauvage. Encore une fois, il projeta sa victime en l'air et la poursuivit en dansant sur ses pattes arrière. Il la rattrapa délicatement entre les incisives et la relança. J'irradiai la fierté et l'approbation. Quand il eut fini de jouer avec la souris, elle était réduite à un lambeau de fourrure rougeâtre. Il l'engloutit avec un claquement de mâchoire et revint auprès de moi à petits bonds. Des souris. Elles grouillent ici. Il y a leur odeur et leurs traces partout autour de la borie. Je pensais bien qu'il y en aura en abondance. Les bergers se plaignent que le coin en est infesté, et qu'elles gâtent leurs provisions en été. J'ai supposé qu'il y en aurait aussi en hiver. Et elles sont drôlement grosses pour cette époque de l'année, acquiesça Loupio. Sur quoi, il repartit d'un bond. Il chassa avec un enthousiasme frénétique, mais seulement tant que son appétit ne fut pas rassasié. Ensuite, ce fut à mon tour de m'approcher de la borie. La neige s'était entassée contre la porte en bois délabré, mais je l'ouvris en la poussant de l'épaule. L'intérieur était lugubre. De la neige avait traversé le toit en chaume et tracé des lignes blanches sur la terre glacée du sol. Il y avait une cheminée rudimentaire, avec un crochet à bouilloire. Et le mobilier se réduisait à un tabouret et un banc de bois. Il restait un fagot à côté de l'âtre, et je m'en servis pour allumer du feu sur les pierres noircies. Je veillais à le maintenir bas, juste de quoi me réchauffer et dégeler le pain et la viande que j'avais emportés. Loupio vint goûter mon repas, davantage pour le plaisir de partager que parce qu'il avait faim. Puis il explora sans hâte l'intérieur de la borie. Plein de souris. Je sais. J'hésitais, puis je me forçai à ajouter. Tu ne mourras pas de faim ici. Il releva brusquement le museau du coin qu'il reniflait. Il fit quelques pas vers moi, puis s'arrêta, les pattes raides. Ses yeux croisèrent les miens et ne les lâchèrent plus. Dans leur noirceur, il y avait les forêts sauvages. Tu m'abandonnes ici. Oui. Il y a de quoi manger en abondance. Je reviendrai dans quelque temps pour m'assurer que tu vas bien. Tu seras bien ici, je pense. Tu apprendras à chasser tout seul, d'abord des souris, et puis du gibier plus gros. Tu me trahis. Tu trahis la meute. Non. Nous ne sommes pas de la même meute. Je te libère, Loupio. Nous devenons trop proches. Ce n'est bon ni pour toi ni pour moi. Je t'avais averti il y a longtemps que je ne me lierais pas. Nous n'avons rien à faire dans l'existence l'un de l'autre. Mieux vaut pour toi que tu t'en ailles seul, pour être ce que tu dois être. Ce que je dois être, c'est le membre d'une meute. Ce regard ne me quittait pas. Vas-tu me raconter qu'il y a des loups par ici, des loups qui accepteront un intrus sur leur territoire et me feront entrer dans leur meute? Je dus détourner les yeux. Non. Il n'y a pas de loups par ici. Il faudrait voyager bien des jours avant de trouver une région assez sauvage que des loups y vivent libres. Alors, que vais-je faire ici? Te nourrir, être libre, vivre ta vie, indépendamment de la mienne. Être seul. Il découvrit ses crocs, puis se détourna brusquement. Il me contourna en faisant un grand cercle qui l'amena devant la porte. Les hommes! Mépris. C'est vrai, tu n'as pas l'esprit de la meute, mais l'esprit des hommes. Il s'arrêta dans l'encadrement pour me regarder. Ce sont les hommes qui croient pouvoir gouverner la vie des autres, sans avoir de lien avec eux. Tu t'imagines que tu peux décider seul si tu dois ou non te lier? Mon cœur est à moi. Je le donne où je veux.
et je ne veux pas le donner à qui me repousse. Je n'obéis pas non plus à qui rejette la meute et le lien. Selon toi, je vais rester ici à renifler cet antre d'hommes, à chasser les souris venues grappiller leurs rebuts, pour devenir comme elles, un animal qui vit des déchets des hommes? Non. Si nous ne sommes pas de la même meute, nous n'avons rien en commun. Je ne te dois rien, et surtout pas obéissance. Je ne resterai pas ici. Je vivrai comme je l'entends. Il y avait de la ruse dans ses pensées. Il voulait me cacher quelque chose. Mais je devinais ce que c'était. Fais ce que tu veux, Loupio, sauf ceci. Ne me suis pas à Castelcerre. Je te l'interdis. Tu me l'interdis? Tu me l'interdis? Autant interdire au vent de souffler sur ton antre de pierre ou à l'herbe de pousser autour. Tu en as le droit. Vas-y, interdis. Avec un grognement dédaigneux, il détourna la tête. Je bandai ma volonté et m'adressai à lui une dernière fois. Loupio! Dis-je de ma voix d'homme. Il me regarda surpris. Ses petites oreilles s'abaissèrent et il s'apprêta à me montrer les crocs. Mais avant qu'il en ait eu le temps, je le repoussai. C'était un acte mental que j'avais toujours su pratiquer, aussi instinctivement que l'on sait retirer son doigt de la flamme. C'était une force que j'utilisais rarement, car une fois Buriche l'avait retournée contre moi, et depuis je m'en méfiais. Je n'exerçais pas une simple poussée, comme je l'avais fait lorsqu'il était dans sa cage. Cette fois, j'y mis de la force, et la répulsion mentale devint presque un choc physique. Loupio fit un bond en arrière, puis resta sans bouger, les pattes écartées dans la neige, prêt à s'enfuir. Il avait l'air bouleversé. Va-t'en! Lui criai-je, avec des mots d'homme, une voix d'homme, et en même temps, je le repoussai avec toute la puissance du vif. Il se sauva, sans aucune grâce, en sautillant de travers dans la neige. Je me retins à le suivre, en esprit pour m'assurer qu'il ne s'arrêtait pas. C'était fini. En le repoussant, j'avais rompu la tâche. Non seulement je m'étais retiré de lui, mais j'avais rejeté tous les liens qui pouvaient le raccrocher à moi. J'avais tout tranché. Et mieux valait qu'il en soit assis. Pourtant, les yeux fixés sur les buissons dans lesquels il avait disparu, je sentais un vide glacé, une irritation picotante qui signalait une absence, un manque. J'ai entendu des hommes parler ainsi d'un membre amputé, l'envie de toucher une partie de soi-même qui a disparu. Je quittai la Borie et pris le chemin du retour. Plus je marchais, plus j'avais mal. Pas physiquement, mais je n'ai pas de meilleure comparaison. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché la peau et la chair. C'était pire que lorsque Buriche m'avait enlevé Fouineau, car c'est moi-même qui me l'étais infligé, cette fois-ci. L'après-midi déclinant me semblait encore plus froid que l'aube. J'essayais de me convaincre que je n'avais pas honte de moi. J'avais fait ce qui était nécessaire. Comme avec Virilia. Je chassais cette dernière pensée. Non. Tout irait bien pour Loupio. Mieux que s'il était resté avec moi. Quelle vie aurait-ce été pour cette créature sauvage de toujours se cacher, toujours courir le risque d'être découverte, par les chiens du château, par des chasseurs, ou par le premier promeneur venu. Le loup souffrirait peut-être de la solitude, mais au moins, il vivrait. Notre lien était coupé. J'avais l'insistante envie de tendre mon esprit alentour pour voir si j'y arrivais encore à le sentir, s'il pouvait encore me contacter. Mais j'y résistais de toutes mes forces et barrais mon esprit contre le sien aussi fermement que je le pouvais. C'était fini. Il ne me suivrait pas après la poussée mentale que je lui avais donnée. Non. Je continuais de patauger dans la neige sans me retourner. Si je n'avais pas été à ce point plongé dans mes pensées, si acharné à demeurer seul en moi-même, j'aurais peut-être perçu un avertissement. Mais j'en doute. Le vif n'était d'aucune utilité contre les forts gisés. J'ignore s'ils me pourchassaient, ou si j'étais simplement passé devant leur cachette. Toujours est-il qu'un choc par derrière m'envoya à plat ventre dans la neige. Tout d'abord, je crus qu'il s'agissait de Loupio, revenu pour contester ma décision. Je boulais, puis me redressai alors qu'on me saisissait l'épaule. Les forts gisaient. 3 hommes. Un jeune, 2 grands, l'un costaud. Mon esprit enregistra ces faits rapidement et les classa aussi nettement que s'il s'agissait d'un des exercices d'Imbre. Un des grands avait un poignard, les autres des bâtons. Visage rougi et gercé par le froid, barbe crasseuse, cheveux hirsutes. Des ecchymoses et des entailles à la face. Se battaient-ils entre eux, ou bien avaient-ils attaqué quelqu'un d'autre avant moi? Je me dégageai,
puis reculai d'un bond en tâchant de mettre autant d'espace entre eux et moi que possible. J'avais un poignard à ma ceinture. La lame n'en était pas longue, mais c'est tout ce dont je disposais. Je n'avais pas pensé avoir besoin d'armes ce jour-là. Il n'y avait plus, croyais-je, de forts gisés dans le voisinage de Castelcerre. Ils s'étaient mis à tourner autour de moi en me maintenant au centre de leur cercle. Ils me laissèrent dégainer sans réagir et sans paraître s'en inquiéter. Que voulez-vous? Mon manteau? Je dégrafai la boucle et laissai tomber le vêtement. L'un des forts gisés le suivit du regard, mais aucun ne se précipita dessus comme je l'espérais. Je me déplaçai, tournai en m'efforçant de les garder tous les trois à l'œil sans que l'un d'eux passe tout à fait derrière moi. Ce n'était pas facile. Ma mitaine? Je les enlevai et les jetai vers le plus jeune. Il les laissa tomber à ses pieds sans bouger. Il grognait en même temps qu'il se mouvait d'un pas titubant et ne me quittait pas des yeux. Aucun ne voulait attaquer le premier. J'avais un poignard et ma lame ne le raterait pas. Je fis un pas, ou deux, en direction d'une ouverture dans le cercle. Ils manœuvrèrent aussitôt pour me barrer le passage. Je finis par rugir. Mais que voulez-vous donc? Je pivotai sur moi-même en tentant de voir chacun d'eux, et, l'espace d'un instant, mon regard croisa celui d'un de mes assaillants. Il s'y tapissait encore moins d'émotion que dans celui de Loupio tout à l'heure. Même pas de sauvagerie propre, rien que la détresse du malaise physique et l'envie. Je soutins son regard et il sia. Viande. Il grogna, comme si je lui avais arraché le mot de la gorge. Je n'ai pas de viande, rien à manger du tout. Vous n'obtiendrez rien de moi que des coups. Toi, dit un autre avec une parodie sifflante de rire. Un rire sans joie, sans chaleur. Viande. J'étais resté trop longtemps sans bouger, à regarder l'homme, car un autre m'attaqua soudain par derrière. Il me coinça les bras contre les flancs et brusquement, épouvantablement, ses dents s'enfoncèrent dans ma chair à la jonction du cou et de l'épaule. Viande. Moi. Une horreur au-delà de toute réflexion s'empara de moi et je me débattis, exactement comme la première fois où j'avais eu affaire aux forgisés, avec une brutalité et une sauvagerie qui valaient les leurs. J'avais pour seul allié les éléments, car ces hommes étaient ravagés par le froid et les privations. Ils avaient les mains gourdes et maladroites, et si nous étions tous animés de la même volonté frénétique de survivre, du moins la mienne était-elle récente et forte, tandis que la leur s'était érodée sous la violence de leur existence actuelle. J'abandonnai un morceau de chair dans la bouche de mon premier assaillant, mais je me libérai. Cela, je m'en souviens. La suite est loin d'être aussi claire, et je ne puis y mettre de l'ordre. Je brisai la lame de mon poignard entre les côtes du plus jeune. Je me rappelle un pouce qui s'enfonça dans mon œil et le claquement qu'il fit quand je le déboîtai. Alors que j'étais empêtré avec l'un, un autre me frappa sur les épaules à coups de bâton, jusqu'à ce que je parvienne à faire pivoter son acolyte pour qu'il prenne les coups à ma place. Je n'ai pas souvenir d'avoir ressenti de douleur sous cette bastonnade. Et la morsure à mon cou n'était qu'un point chaud d'où coulait le sang. Je ne me sentais pas blessé, ni amoindri dans mon désir de tous les tuer. Je ne pouvais pas gagner. Ils étaient trop nombreux. Le jeune était couché dans la neige et crachait du sang. Mais un autre m'étranglait tandis que le troisième s'efforçait de s'emparer de mon poignard, à la fois enfoncé dans ma chair et coincé dans ma manche. Je frappai éperdument des pieds et des poings dans l'espoir futile d'infliger des dégâts, quels qu'ils soient, à mes adversaires. Cependant que les bords du monde s'obscurcissaient et que le ciel commençait à tournoyer. Frère! Il arriva, les crocs dénudés, et tel un bélier se jeta de tout son poids dans la mêlée. Tout le monde s'écroula dans la neige, et sous l'impact, la prise sur ma gorge se desserra suffisamment pour me permettre d'aspirer un filet d'air. L'esprit éclairci, j'eus de nouveau le cœur à repousser douleur et blessures et à combattre. Je suis prêt à jurer m'être vu moi-même, le visage violacé, avec le sang rouge vif qui ruisselait de mon cou et dont l'odeur me rendait fou. Je découvris les dents. Puis Loupio jeta celui qui me tenait à terre. Il l'attaqua avec une rapidité inaccessible à un humain, le griffa, le mordit, puis s'écarta juste avant que les mains de l'homme ne saisissent sa fourrure. Et il revint brusquement à l'assaut. Je sais que je sentis les mâchoires de Loupio se refermer sur la gorge. Je perçus la mort qui gargouillait entre mes propres mâchoires et le prompt jaillissement du sang qui m'éclaboussa le museau et me dégoulina sur les joues. Je secouai la tête, mes dents déchirèrent la chair et libérèrent la vie qui s'écoula sur les vêtements puants. Puis il y eut un temps de néant. Je me retrouvai assis dans la neige, adossé à un arbre. Loupio était couché non loin de moi. Ses pattes avant étaient mouchetées de sang,
Il se les nettoyait à coups de langue soigneux et lents. Je levai le bras, à hauteur de ma bouche, et m'essuyai avec ma manche. Le sang que j'en retirais n'était pas le mien. Je m'agenouillai brusquement pour cracher des poils de barbe, après quoi je vomis. Mais même la bile acide ne parvint pas à couvrir le goût de la chair et du sang de ma victime. Je jetai un coup d'œil à son cadavre et détournai le regard. Il avait la gorge déchiquetée. Un affreux instant, je me rappelai l'avoir mâché en sentant la raideur de ses tendons contre mes dents. Je fermai étroitement les paupières et restai totalement immobile. Une truffe froide contre ma joue. Je battis des paupières. Il était assis à côté de moi, me dévisageait. Loupio. Œil de nuit, me reprit-il. Ma mère m'avait appelé œil de nuit. J'étais le dernier de la porter à ouvrir les yeux. Il renifla, puis éternua soudain. Il tourna la tête vers les hommes étendus autour de nous. Involontairement, je suivis son regard. J'avais poignardé le jeune, mais il était mort lentement. Quant aux deux autres, j'ai tué plus vite, observa calmement œil de nuit. Mais moi, je n'ai pas des dents de vache. Tu t'es bien débrouillé pour quelqu'un de ta race. Il se releva et s'ébroua. Des gouttes de sang froides et chaudes m'éclaboussèrent. Avec un hoquet d'horreur, je m'essuyai le visage, puis compris brusquement ce que cela signifiait. Tu saignes? Toi aussi. Quand il a retiré le poignard de ta plaie, il me l'a planté. Laisse-moi regarder. Pourquoi? La question resta suspendue entre nous dans l'air glacé. La nuit allait bientôt tomber. Au-dessus de nous, les branches étaient devenues noires sur le fond du ciel, vespéral. Je n'avais pas besoin de lumière pour voir le loup. Je n'avais même pas besoin de le voir. A-t-on besoin de voir son oreille pour savoir qu'elle fait partie de soi? Nier qu'œil de nuit faisait partie de moi était aussi vain que nier que ma chair m'appartenait. Nous sommes frères. Nous sommes de la même meute, dis-je à contre-cœur. Vraiment? Je sentis un tâtonnement, un tiraillement pour attirer mon attention. Je me rappelais que j'avais déjà éprouvé ces sensations et que je l'avais refusé. Cette fois, je laissais faire. Je lui accordais tout mon esprit, toute ma vigilance. Œil de nuit était là, fourrure, crocs, muscles et griffes, et je ne l'esquivais pas. Je sus le coup de poignard qu'il avait reçu à l'épaule, et je perçus que la lame était passée entre deux gros muscles. Il tenait sa patte repliée contre son poitrail. J'hésitais, puis le sentis blessé de mon hésitation. Aussi, sans attendre davantage, je tendis mon esprit vers lui, comme il l'avait fait vers moi. La confiance n'est confiance qu'absolue. Nous étions si proches que j'ignore lequel d'entre nous émit cette pensée. L'espace d'un instant, j'eus doublement conscience du monde, alors que les perceptions d'œil de nuit se superposaient aux miennes. Les odeurs et les sons qu'il captait m'avertirent que des renards s'approchaient déjà discrètement des cadavres, et ses yeux n'avaient aucun mal à percer la pénombre grandissante. Puis cette dualité disparut. Ses sens devinrent les miens les siens. Nous étions liés. Le froid s'appesantissait sur la terre, et dans mes membres. Nous retrouvâmes mon manteau encrouté de neige, et je le secouai avant de l'endosser. Je ne l'agrafais pas, mais au contraire, le laissais largement bâiller à l'endroit de ma morsure. Et je réussis à enfiler mes mitaines malgré mon bras blessé. En route, dis-je à mi-voix. Une fois à la maison, je m'occuperai de nettoyer et de panser nos plaies. Mais d'abord, il faut y arriver et nous réchauffer. Je sentis son assentiment. Il se mit à marcher à côté de moi et non plus derrière. Il leva une fois le museau pour renifler l'air frais. Un vent froid s'était levé. La neige commençait à tomber. C'était tout. Son fleur m'apportait la certitude que je n'avais plus à craindre de nouveaux forgisés. L'air était propre, à part la puanteur de ceux que nous laissions derrière nous. Et même cette odeur-là se dissipait, se transformait en effluve de charogne qui se mêlait à ceux des renards. Tu te trompais, observa-t-il. Seuls, nous ne chassons bien ni l'un ni l'autre. Amusement railleur. Mais tu trouves peut-être que tu te débrouillais bien avant que j'arrive? Un loup n'est pas fait pour chasser seul, répondis-je, en essayant de conserver un air digne. Il me regarda et laissa pendre sa langue. N'aie pas peur, petit frère. Je suis là. Nous marchions sur la neige craquante, entre les arbres noirs comme la nuit. Nous sommes bientôt arrivés chez nous, dit-il. Je sentis sa force se mêler à la mienne, et clopin, nous poursuivîmes notre chemin.
Il était presque midi quand je me présentai à la porte de la salle des cartes de vérité. Mon avant-bras, étroitement bandé, était caché dans une manche volumineuse. La blessure elle-même n'avait rien de grave, mais elle était douloureuse. Quant à la morsure à la base de mon cou, elle était plus difficile à dissimuler. Il manquait carrément de la chair à cet endroit, et le sang avait coulé en abondance. Quand j'avais regardé la plaie, la veille, à l'aide d'un miroir, j'avais failli vomir. En la nettoyant, je l'avais refait saigner. Il me manquait un bout de moi-même. Et si Œil de Nuit n'était pas intervenu, d'autres bouchées auraient suivi la première. Je ne puis dire à quel point cette pensée me révulsait. J'avais réussi à panser la blessure tant bien que mal, puis j'avais remonté le col de ma chemise pour camoufler les bandages. Le tissu frottait douloureusement contre la plaie, mais au moins on ne la voyait pas. Empli d'appréhension, je frappai à la porte, et elle s'ouvrit alors que je m'éclaircissais la gorge. Charim m'apprit que Vérité n'était pas là. Il y avait du souci dans son regard. Je m'efforçai de ne pas le partager. Il ne peut pas laisser les charpentiers travailler seuls sur les bateaux, hein? Charim secoua la tête. Non. Il est dans sa tour. Sur ces paroles laconiques, il referma lentement la porte. C'était vrai. Ketriken m'en avait déjà parlé, mais j'avais essayé d'oublier cette partie de notre conversation. L'inquiétude s'infiltra en moi tandis que je me dirigeais vers l'escalier de la tour. Vérité n'avait aucun motif d'aller là-haut. C'était de là qu'il artisait en été, lorsque le temps était beau et que les pirates rouges harcelaient nos côtes. Il n'avait pas de raison de s'y trouver en hiver, surtout avec le vent et la neige qu'il faisait aujourd'hui. Aucune, sinon l'effrayante séduction de l'art lui-même. J'avais éprouvé cette attirance, me rappelai-je en serrant les dents pour entamer la longue montée des marches. J'avais connu un moment le plaisir délectable de l'art, comme le souvenir sensible d'une douleur d'autrefois. Les paroles de Galène, le maître d'art, me revinrent. Si vous êtes faible, nous avait-il dit d'un ton menaçant, si vous manquez de vigilance et de discipline, si vous vous écoutez, si vous êtes enclin à la sensualité, vous ne maîtriserez pas l'art. C'est l'art qui vous dominera. Pratiquez le refus de toutes les jouissances pour vous-même. Chassez toutes les faiblesses qui vous tentent. Alors quand vous serez pareil à de l'acier, peut-être serez-vous prêt à affronter la fascination de l'art et à vous en détourner. Si vous y cédez, vous deviendrez des nourrissons dans des corps d'adultes, décervelés et bavants. Et il avait entrepris de nous former à coups de privations et de punitions qui confinaient à la folie. Pourtant, quand j'avais rencontré la joie de l'art, je n'y avais pas vu le plaisir sordide que décrivait Galène. J'avais senti mon sang se mettre à parcourir impétueusement mes veines, et mon cœur tonner comme parfois, lorsque j'écoutais de la musique, que j'apercevais le plumage vif d'un faisan dans un bois en automne, ou même que j'arrivais à faire accomplir un saut parfait à un cheval. Bref, quand je vivais cet instant où tout trouve son équilibre, et fonctionne aussi harmonieusement qu'un vol d'oiseaux qui virent tous ensemble dans le ciel. L'art donnait cela, et pas seulement l'espace d'un instant. Cette sensation durait autant qu'un homme pouvait l'entretenir, et elle devenait plus forte et plus pure à mesure que l'on affinait son talent pour l'art. C'est du moins ce que je croyais. Mes talents personnels pour l'art avaient été irréversiblement saccagés durant un combat de volonté avec Galène. Les murailles mentales que j'avais alors érigées pour me protéger étaient telles qu'un artiseur aussi puissant que Vérité ne parvenait pas toujours à me contacter. Ma propre capacité à artiser était devenue erratique, aussi inconstante qu'un cheval craintif. Je m'arrêtai en haut des marches, devant la porte. J'inspirais profondément, puis relâchais lentement ma respiration en m'efforçant de chasser mes idées noires. Tout cela était fini. Cette époque était révolue. Inutile de crier à l'injustice. Selon ma vieille habitude, j'entrais sans frapper, afin de ne pas gêner la concentration de Vérité. Il n'aurait pas dû le faire, mais il était en train d'artiser. Les volets étaient ouverts, et il était accoudé sur l'appui-fenêtre. Le vent et la neige entraient en tourbillonnant dans la pièce, et mouchetaient de blanc ses cheveux noirs, sa chemise et son pourpoint bleu sombre. Il respirait à longs coups réguliers, selon un rythme à mi-chemin entre le sommeil profond et le souffle du coureur après l'effort. Il ne paraissait pas s'être rendu compte de ma présence. Prince Vérité, fis-je à mi-voix. Il se retourna vers moi, et son regard fut comme chaleur, comme lumière, comme vent sur mon visage.
Il martisa avec une telle puissance que je me sentis projeté hors de moi-même. Son esprit possédait le mien si complètement qu'il n'y restait plus de place pour y être moi-même. Un instant, je me noyai en vérité. Puis il disparut, se retira si vite que je trébuchais et suffoquais comme un poisson abandonné par une vague. Un pas, et il fut auprès de moi, me prit par le coude et m'affermit sur mes pieds. Pardon, dit-il, je ne t'attendais pas, tu m'as surpris. C'est moi qui aurais dû frapper, mon prince, répondis-je, et d'un bref hochement de tête, je lui indiquai que je pouvais tenir seul sur mes jambes. Qu'y a-t-il donc au dehors pour que vous guettiez si ardemment? Il détourna les yeux. Pas grand-chose. Une bande de garçons sur la falaise qui observent un troupeau de baleines en train de s'amuser. 2 de nos bateaux sortis à la pêche au flétan, malgré le temps, bien que ce ne soit pas une partie de plaisir. Vous n'êtes donc pas à l'affût d'outriliens? Il n'y en a jamais par ici, à cette époque de l'année, mais je veille quand même. Il baissa les yeux sur mon bras, celui qu'il venait de lâcher, et changea de sujet. Que t'est-il arrivé? C'est ce qui m'amène chez vous. J'ai été attaqué par des forgisés, sur le versant de la crête, là où on fait bonne chasse de poules d'épinette, près de l'enclos des chevreuils. Il hocha sèchement la tête en fronçant ses sourcils noirs. Je connais le coin. Combien était-il? Décris-les-moi. Je lui fis un rapide portrait de mes assaillants, et il hocha de nouveau la tête sans paraître surpris. Un rapport m'est parvenu sur eux il y a 4 jours. Il n'y aurait pas dû se trouver si tôt, aussi près de Castelcerre, à moins de se déplacer sans arrêt tous les jours dans notre direction. Sont-ils morts? Oui. Vous étiez au courant de leur présence? J'étais épouvanté. Je croyais que nous les avions tous éliminés. Nous avons éliminé ceux qui se trouvaient alors dans la région. Il y en a d'autres qui viennent vers nous. Je les suis grâce au rapport. Mais je ne pensais pas qu'ils seraient si vite à nos portes. Je fis un effort et parvins à maîtriser ma voix. Mon prince, pourquoi nous contenter de les suivre? Pourquoi ne pas régler le problème? Avec un petit bruit de gorge, Vérité se tourna vers la fenêtre. Parfois, il faut attendre que l'ennemi ait achevé un mouvement afin de découvrir toute sa stratégie. Tu comprends? Les forgisés auraient une stratégie? Ça m'étonnerait, mon prince. Ils étaient. Fais-moi ton rapport complet, ordonna Vérité sans me regarder. J'hésitai un instant, puis me lançai dans le récit complet de mon aventure. Arrivé à la scène de la bataille, ma narration se fit quelque peu incohérente et j'abrégeai. Mais j'ai réussi à me dégager, et tous les 3 sont morts. Il ne détourna pas le regard de la mer. Tu devrais éviter les bagarres, fils de chevalerie. Tu n'en sors jamais indemne. Je sais, mon prince, reconnus-je humblement. Aude a fait ce qu'elle a pu avec moi. Mais tu n'as pas été vraiment formé à te battre. Tu as d'autres talents. Et c'est eux que tu devrais te servir pour te défendre. Oh, tu es bon bretteur, mais tu n'as ni la carrure ni le poids pour faire un bon bagarreur. Pas encore, en tout cas. Et pourtant, c'est toujours ça que tu utilises en cas de coup dur. Je n'ai pas eu le choix des armes, répliquai-je avec un peu d'agacement, avant d'ajouter. Mon prince. Non, tu ne l'as pas. Il semblait s'adresser à moi de très loin. Une légère tension dans l'air m'avertit qu'il artisait en même temps. Pourtant, je regrette, mais je dois te renvoyer en mission. Peut-être as-tu raison, et sommes-nous restés trop longtemps simples spectateurs. Les forgisés convergent sur Castelcerre. Je ne m'explique pas pourquoi, mais peut-être est-il moins important de le comprendre que de les empêcher d'atteindre leur but. Tu vas une fois de plus t'atteler à régler ce problème, Fitz. Et cette fois, peut-être je parviendrai à empêcher madame de s'en mêler. Il paraît qu'aujourd'hui, lorsqu'elle souhaite monter, elle a une garde personnelle pour l'escorter. C'est exact, messire, répondis-je en me maudissant de ne pas lui avoir parlé plus tôt de cette histoire, de garde de la reine. Il se retourna et me regarda sans ciller. Selon la rumeur qui m'est parvenue, c'est toi qui aurais autorisé la création de cette garde. Loin de moi l'idée de te dépouiller de ta gloire, mais quand j'ai appris cela, j'ai laissé entendre que tu avais agi sur ma demande. Ce qui, j'imagine, était le cas, très indirectement. Mon prince, fis-je, et j'eus le bon sens de me taire. Bien. Si elle doit absolument monter, au moins est-elle accompagnée dorénavant. Mais je préférerais,
et de loin, qu'elle n'ait plus jamais affaire aux forges d'Isée. Si seulement je pouvais trouver quelque chose pour l'occuper, ajouta-t-il d'un ton las. Le jardin de la reine, dis-je en me rappelant la description qu'on avait fait Patience. Vérité me jeta un coup d'œil interrogateur. Les anciens jardins au sommet de la tour, expliquai-je. Il y a des années qu'ils sont à l'abandon. J'ai vu ce qu'il en restait avant que Galène ne nous ordonne de finir de les raser afin de faire de la place pour ses leçons d'art. Ce devait être un endroit charmant autrefois, avec des bacs de verdure, des statues, des plantes grimpantes. Vérité sourit pour lui-même. Et des bassins, avec des lys d'eau, des poissons et même de toutes petites grenouilles. Les oiseaux y venaient souvent en été pour boire et s'asperger d'eau. Chevalerie et moi y montions tout le temps pour jouer. Elle avait fait suspendre des fils de petits charmes en verre et en métal brillant, et quand le vent les faisait bouger, ils tintaient les uns contre les autres ou reflétaient le soleil comme des diamants. Son évocation de ces jardins d'une époque révolue m'émouvait. Ma mère avait une petite chatte de chasse qui faisait la sieste sur la pierre chaude lorsque le soleil donnait. Crashful, c'est comme ça qu'elle s'appelait. La robe tachetée et une touffe de poils au bout des oreilles. Nous la faisions jouer avec des ficelles et des plumes, et elle nous guettait entre les pots de fleurs pour nous attaquer à notre passage. Pendant ce temps-là, nous étions censés réviser nos tablettes sur les simples. Je n'ai jamais réussi à les apprendre correctement. Il y avait trop de distractions là-haut. Sauf le thym. Je connaissais toutes les espèces de thym que ma mère faisait pousser. Elle en cultivait beaucoup. Et aussi de l'herbe au chat. Il souriait. Ketriken serait aux anges là-haut, lui dis-je. Elle les jardinait beaucoup dans les montagnes. Ah bon? Il paraissait surpris. Je l'aurais cru occupé à des passe-temps plus physiques. J'éprouvais un agacement fugitif. Non, plus que cela. Comment se pouvait-il que j'en sache davantage sur son épouse que lui-même? Elle avait des jardins, dis-je, d'un ton calme, avec de nombreux simples. Elle connaissait l'usage de tous ceux qui y poussaient. Je voulais moi-même s'y aller. Oui, sûrement. Il soupira. Tu as raison, Fitz. Va la voir de ma part et parle-lui du jardin de la reine. C'est l'hiver, et il ne pourra sans doute rien en faire pour le moment. Mais le printemps venu, ce serait merveille de le voir remis en état. Peut-être que vous-même, mon prince, hasardai-je, mais il secoua la tête. Je n'ai pas le temps, mais je m'en remets à toi, et maintenant, descendons à la chambre aux cartes. Il y a des choses dont je veux discuter avec toi. Je me dirigeai aussitôt vers la porte, et Vérité me suivit plus lentement. Je lui tins la porte, et sur le seuil, il s'arrêta et regarda la fenêtre ouverte par-dessus son épaule. Ça m'appelle, avoua-t-il calmement, simplement, comme il m'aurait dit qu'il aimait les pruneaux. Ça m'appelle dès que je ne fais rien. C'est pourquoi je dois m'occuper, Fitz, et à l'excès. Je vois, répondis-je, sans être très sûr que c'était vrai. Non, tu ne vois pas. Vérité parlait d'un ton de parfaite certitude. C'est comme une grande solitude, mon garçon. Je puis toucher les autres avec mon esprit, certains très facilement, mais personne ne me contacte en retour. Quand Chevalerie était vivant, il me manque encore, mon garçon. Parfois, c'est en pensant à lui que je me sens le plus seul. C'est comme si j'étais l'unique créature de mon espèce dans le monde. Comme si j'étais le dernier des loups, obligé de chasser seul. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Et le roi subtil demandai-je, non sans audace. Il secoua la tête. Il n'artiste plus que rarement, aujourd'hui. Il n'a plus guère la force, et ça l'épuise physiquement et mentalement. Nous descendîmes quelques marches. À présent, toi et moi sommes les seuls à être au courant de tout cela, ajouta-t-il à mi-voix. J'acquiesçai. Nous suivîmes lentement les degrés. Le guérisseur t'a-t-il examiné le bras? Je fis non de la tête. Ni Buriche, ajouta-t-il. C'était une affirmation qu'il savait vraie. Je secouai encore la tête. Les marques des crocs d'œil de nuit étaient trop visibles sur ma peau. Bien qu'il me les ait faites en jouant, je ne pouvais montrer à Buriche les blessures que m'avaient faites les forgisés sans trahir du même coup l'existence de mon loup. Vérité soupira. Bon. Nettoie bien la plaie. Je suppose que tu sais garder une blessure propre aussi bien que n'importe qui. La prochaine fois que tu sors, pense à ce qui t'est arrivé et ne t'en vas pas les mains vides. Jamais. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour t'aider. Je m'arrêtai au milieu des marches et Vérité continua de descendre.
J'inspirais profondément. Vérité? Fis-je entre haut et bas. Que savez-vous exactement? À propos de ce qui m'est arrivé. Moins que tu n'en sais, répondit-il d'un ton enjoué, mais plus que tu ne le crois. On croirait entendre le fou, dis-je d'un ton rancunier. Oui, quelquefois. En voilà un autre qui a une grande connaissance de la solitude et des extrémités auxquelles elle peut pousser un homme. Il reprit son souffle, et j'ai cru qu'il allait m'avouer qu'il connaissait ma vraie nature, sans pour autant m'en condamner. Mais non. Il me semble que tu t'es accroché avec lui il y a quelques jours. Je le suivis en silence et me demandais comment il pouvait en savoir si long sur tant de sujets. Grâce à l'art, bien sûr. Il me précéda dans son cabinet. Comme toujours, Charim nous y attendait. Des plats étaient disposés sur la table, accompagnés de vin chaud. Vérité s'y attaqua de bon cœur. Pour ma part, je m'assis en face de lui et le regardais manger. Je n'avais guère faim, mais mon appétit s'aiguisa au spectacle de son bonheur devant ce repas simple et robuste. En ceci, c'était toujours un soldat, songeai-je. Il prenait ce petit blessir, cette bonne nourriture bien présentée quand il avait faim, et la savourait sans arrière-pensée. Je tirais grande satisfaction de lui voir tant d'appétit et de vitalité, et me demandais ce qu'il en serait l'été suivant, lorsqu'il devrait artiser chaque jour des heures, durant pour guetter les pirates au large de nos côtes, et leur tendre des pièges mentaux afin de les égarer tout en donnant l'alerte à nos compatriotes. Je me rappelais Vérité, l'année passée, à l'époque des moissons, décharné, le visage creusé de rides, sans même l'énergie nécessaire pour avaler quoi que ce soit, sauf les stimulants qu'Imbre mettait dans son thé. Toute sa vie se concentrait dans les heures qu'il passait à artiser. L'été venu, sa faim de lard supplanterait tous ses autres appétits. Comment Kétrikan y réagirait-elle? Quand nous eûmes mangé, nous étudiâmes les cartes. Il n'était plus possible de se tromper sur la trame qui en émergeait. Nonobstant les obstacles, forêts, rivières ou plaines gelées, les forgisés convergeaient sur Castelserre. Je n'y comprenais rien. Ceux que j'avais rencontrés semblaient pratiquement dépourvus de raison, et j'avais du mal à croire qu'ils puissent concevoir de traverser le pays avec toutes les difficultés que cela impliquait, simplement pour venir à Castelserre. Et vos documents indiquent le même comportement chez tous les forgisés. Tous ceux que vous avez identifiés paraissent se diriger vers Castelserre. Et pourtant, tu rechignes à y voir un plan coordonné? Me demanda Vérité. J'ai surtout du mal à voir comment ils pourraient avoir un plan tout court. Comment se sont-ils contactés entre eux? Et, apparemment, il ne s'agit pas d'un effort concerté. Ils ne s'assemblent pas en bande pour voyager. On dirait que chacun de son côté se dirige vers nous et que si certains se trouvent ensemble, c'est par pur accident. Comme des papillons attirés par la flamme d'une bougie, observa Vérité. Ou des mouches par une charogne, renchéris-je sombrement. Fascination pour les uns, faim pour les autres, dit Vérité d'un air rêveur. J'aimerais savoir lequel de ces motifs attire les forgisés vers moi. Peut-être un troisième sans aucun rapport. Pourquoi avez-vous besoin de connaître leurs motifs? Vous croyez-vous leur cible? Je n'en sais rien. Mais si je le découvre, peut-être comprendrai-je alors mon adversaire. Ce n'est pas par hasard que tous les forgisés font route vers Castelserre. C'est une attaque dirigée contre moi, je pense, Fitz. Ce n'est peut-être pas de leur propre volonté, mais ils m'attaquent bel et bien. Il faut que je sache pourquoi. Pour les comprendre, il faut devenir comme eux. Ah? Il sourit sans garde-joie. Qui parle comme le fou à présent? Sa question me mit mal à l'aise, et je la laissai passer. Mon prince, quand le fou s'est moqué de moi l'autre jour, j'hésitais car le souvenir de cet épisode était encore cuisant. J'avais toujours pris le fou pour un ami. Cependant, je m'efforçais de refouler mon humiliation. Il m'a donné des idées. Sous couvert de me taquiner, naturellement, il a dit, si j'ai bien décrypté ses devinettes, que je devais chercher d'autres artiseurs, des hommes et des femmes de la génération de votre père, formés par sollicité avant l'accession de Galen au titre de maître d'art. Il semblait aussi me conseiller d'en apprendre plus long sur les anciens. Comment les appelle-t-on? Que peuvent-ils faire? Que sont-ils? Vérité s'adossa dans son fauteuil et joignit les mains sur sa poitrine. Chacune de ces recherches suffirait à occuper une dizaine d'hommes. Et cependant, aucune ne satisferait un seul d'entre eux, car les réponses sont rares. À la première, oui, il devrait encore se trouver des artiseurs parmi nous, des gens plus âgés, même que mon père, formés pour les guerres d'autrefois contre les Outriliens.
Ceux qui avaient suivi cet enseignement ne le criaient sûrement pas sur les toits. La formation se faisait de façon discrète, et il se pouvait fort bien que les membres d'un clan ne connaissent guère d'artiseurs en dehors de leur cercle. Néanmoins, il devait y avoir des archives sur ce sujet. Je suis certain qu'il en a hésité à une certaine période. Mais ce qu'elles sont devenues, nul ne peut le dire. J'imagine que Sollicité a dû les transmettre à Galen. Mais on n'a rien trouvé dans sa chambre, ni dans ses affaires après sa mort. Il se tut. Nous savions l'un et l'autre comment Galen était mort. Nous y avions même assisté tous les deux, en un sens. Cependant, nous n'en avions jamais beaucoup parlé. Galen avait péri en traître, alors qu'il essayait en se servant de l'art de vider Vérité de son énergie et de le tuer. Mais le prince avait emprunté ma force pour aspirer celle de Galen et le saigner à blanc. C'était un souvenir que nous n'aimions guère à évoquer. Pourtant, sans laisser percer la moindre émotion, je me risquai à demander. Pensez-vous que Royal saurait où se trouvent ses archives? S'il le sait, il n'en a rien dit. Le ton de Vérité aussi, monocorde que le mien, indiqua clairement que le sujet était clos. Mais j'ai autrefois réussi à retrouver quelques artiseurs. Leur nom du moins, car dans tous les cas, ils étaient morts ou impossibles à localiser. Je me souviens qu'Imbre m'en avait déjà touché un mot. Comment avez-vous découvert leur nom? Mon père s'en rappelait certains, ceux des membres du dernier clan qui servait le roi Bonté. Je n'avais gardé d'autres en mémoire, vaguement, du temps de ma petite enfance. Et j'en ai obtenu quelques-uns en bavardant avec de très vieux habitants du château. Je leur avais demandé d'évoquer les rumeurs d'autrefois sur ceux dont on disait qu'ils apprenaient l'art. Naturellement, j'ai employé une formulation moins directe. Je ne tenais pas, et je ne tiens toujours pas, à ébruiter mes recherches. Puis-je vous demander pourquoi? Il fronça les sourcils et indiqua ses cartes d'un mouvement de la tête. Je ne suis pas aussi doué que ton père l'était, mon garçon. Chevalerie parvenait aux bonnes conclusions grâce à des raccourcis intuitifs qui paraissaient tenir de la magie. Moi, je me mets au jour des trames et des schémas. Crois-tu vraisemblable que, chaque jour que je trouve un artiseur, il soit mort ou disparu? J'ai l'impression que chaque fois que j'en découvre un, et que son nom est connu comme celui d'un artiseur, sa santé s'en ressent. Nous restâmes un moment silencieux. Vérité me laissait tirer mes propres conclusions, et j'eus le bon sens de ne pas les exprimer à voix haute. Et les anciens, demandai-je enfin? C'est une énigme d'un autre genre. À l'époque où remontent les documents que nous avons sur eux, les anciens étaient monnaie courante. C'est ce que je suppose. Tu aurais le même problème si tu te mettais en quête d'un manuscrit expliquant précisément ce qu'est un cheval. Tu en trouverais d'innombrables mentions, dont quelques-unes sur l'art de ferrer ou sur le pédigré de tel ou tel étalon. Mais qui, parmi nous, verrait l'intérêt de consacrer son temps et son énergie à décrire un cheval sous toutes ses coutures? Je vois. Par conséquent, là encore, il faut passer tous les détails au crible. Je n'ai pas le temps de m'attaquer à cette tâche. Un instant, il me dévisagea, puis il ouvrit un coffret en pierre posé sur son bureau et en tira une clé. Il y a une petite armoire dans ma chambre, dit-il d'une voix lente. J'y ai réuni tous les manuscrits que j'ai pu trouver où l'on parlait, même fugitivement, des anciens. Il y en a d'autres sur l'art. Tu as la permission de les consulter. Demande du bon papier à Gerpu, et note tout ce que tu découvriras. Cherche des schémas, des relations dans tes notes, et apportez-les-moi, disons tous les mois. Je pris la petite clé de bronze. Elle était étrangement pesante, comme alourdie par la mission que m'avait suggérée le fou, et que Vérité venait de confirmer. Cherche de relations, m'avait ordonné Vérité. J'en voyais soudain une, comme une toile d'araignée qui partait de moi, allait s'attacher au fou, puis à Vérité, avant de revenir à moi. Comme les schémas découverts par le prince, celui-ci ne paraissait pas accidentel. Je me demandais qui en était le pivot. Je jetai un coup d'œil à Vérité, mais ses pensées l'avaient emmené au loin. Je me levai sans bruit pour sortir. Comme je touchais la poignée de la porte, il me dit: Viens me voir demain, très tôt, dans ma tour. Messire, nous arriverons peut-être à découvrir un autre artiseur qui vit incognito parmi nous.